Voilà pour le partage de l'écran. Donc ce que vous voyez apparaître, c'est le troisième cours. Donc ça donne ça fait apparaître ce que l'on a fait hier. Donc j'ai juste rappelé ce qui apparaissait, ce sur quoi on a terminé hier. Donc le réponse c'est le chapitre 2, qui était un chapitre qui portait sur les fonctions. J'ai rappelé ce qu'était une fonction de R dans R, donc domaine de définition, périodicité, parité, continuité. Ensuite, on est passé à la dérivabilité, puis différentiabilité. Donc, je vais rappeler les deux définitions pour différentiel. Donc, c'est une application linéaire qui va être la meilleure approximation de la fonction au voisinage de x0. Ça, c'est la différentielle à x0. La différentielle à un point quelconque, ça va être n'importe quel point x de l'intervalle du domaine de définition. On a établi une relation fondamentale qui relie deux différentiels, la différentielle de la fonction f à x0 et la différentielle de la fonction coordonnée x, donc qui est en réalité une application linéaire identité qu'on note dx. Et donc cette relation fondamentale, c'était df en x0 égale f' de x0 dx. On a donné une interprétation physique en établissant le fait que le dx, c'était, on pouvait l'interpréter comme un accroissement infiniment petit idéal, et de même le df en x0, l'accroissement correspondant de la fonction f à cet accroissement de dx. Et on a fait une illustration géométrique en montrant que la tangente, ça faisait exactement la vision géométrique de ce qu'était la différentielle. Y moins f de x0, c'est la même chose que df de x0. Et puis x moins x0, c'est la même chose que dx. Et on a la relation entre les deux. Donc ça, c'est ce sur quoi on s'était arrêté hier. Et donc maintenant, j'arrête de partager l'écran quelques secondes pour admettre les retardataires au cours. Donc ça, c'était ce que l'on avait réussi à établir hier, à montrer. Donc aujourd'hui, on va continuer toujours sur des révisions concernant les fonctions, et on va revoir d'abord la notion d'intégrale primitive, et puis ensuite, on va passer à des révisions sur les développements limités. Donc je reprends mon partage de l'écran, et on commence plutôt avec ce qui concerne intégrale et primitive. Donc, intégrale et primitive, c'est quelque chose que vous connaissez depuis toujours, on va dire. Enfin, toujours, j'exagère un petit peu en disant ça, mais qui est quelque chose qui est que vous avez déjà rencontré de multiples fois dans votre dans votre parcours universitaire. Donc, je dessine une fonction qui a x associe f de x, un intervalle a, b, et vous connaissez i égale somme de a à b de f de x dx. C'est, si je dessine la fonction f de x, l'intégrale en question, j'ai mal dessiné mon intervalle, ça va être simplement l'aire qui est située sous la courbe. Donc, I, c'est simplement cette aire qui apparaît sous la courbe y égale f de x. Donc ça, c'est quelque chose que vous connaissez depuis, je vais dire, pratiquement toujours. Si on veut faire le calcul de l'intégrale, donc calcul de l'intégrale,
c'est la manière la plus simple de s'y prendre, c'est de créer une subdivision. Donc, première étape, définir une subdivision de l'intervalle AB. Ça va consister à choisir des points dans l'intervalle. Donc A qui est, j'ai mis inférieur ou égal, c'est une petite erreur, c'est égal. Donc A égale x0, inférieur ou égal à inférieur, on va mettre strictement, il n'y a pas besoin de mettre des inférieur à x1, inférieur à x2, point de suspension inférieur à xn, qui va être égal à b. Donc on a créé une subdivision sur l'intervalle, on peut la faire apparaître facilement ici, donc je peux par exemple ici marquer x1, a c'est égal à x0, et on continue jusque-là, jusqu'à xn qui est égal à b. Une fois qu'on a défini cette subdivision, ce que l'on va faire, ça va être sur chacun des intervalles x0, xi plus 1, définir le minimum et le maximum de la fonction. Donc sur chaque intervalle, on note un i, le minimum de f, donc ça c'est sur l'intervalle xi plus 1, et grand ami, ce sera le maximum de f sur le même intervalle. Donc facile pour dessiner ce petit ami et ce grand ami. Si on fait ça sur le premier intervalle, donc je reprends mon dessin, je vais avoir ici un ami qui va être petit ami qui va être à ce niveau-là. Alors là, ce serait un 0. Et puis, si je dessine en rouge le grand ami il apparaîtrait ici. Il correspondrait à la subdivision qui a été marquée ici. Donc ça a un avantage, ça permet d'encadrer la fonction sur chacun des petits intervalles de la subdivision. Une fois qu'on a fait ça, la suite va être facile pour arriver à définir l'intégrale. Ce que l'on va faire, c'est calculer avec les petits amis et les subdivisions l'aire qui correspond, avec les grands amis l'aire qui correspond aussi. Donc ça va encadrer l'aire sous la courbe, et en faisant tendre le pas de la subdivision vers 0, on obtiendra l'intégrale. Donc j'écris ça de manière un peu plus formelle. Donc on définit je repasse en noir. On définit une petite somme S qui va être la somme sur de i égale 0 à n-1 des 1i xi plus 1 moins xi. Une somme grand S qui va être égale à la somme de i égale 0 à n-1 des grands amis xi plus 1 moins xi. Donc ça représente, si je veux illustrer la chose, pour faire une illustration, ça ne représenterait jamais qu'une aire qui ressemblerait à ceci, avec un intervalle simplement avec trois termes, on aurait quelque chose qui ressemblerait à ça. Donc, le S, ça représente l'aire qui est une aire inférieure à ce qui est sous la courbe, le grand S, une aire supérieure à ce qui est sous la courbe. Et avec tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On va considérer la limite de petit s et grand S lorsque le pas de la subdivision, c'est-à-dire ici le maximum de xi plus 1 moins xi tend vers 0. Donc on considère maintenant la limite de S et grand S lorsque le maximum de xi plus 1 moins xi tend vers 0. Donc ça c'est maximum du pas de la subdivision pour rappeler le vocabulaire.
Et avec ça, si cette limite, si les limites de petit s et grand S sont égales, donc existent et sont égales, elles définissent I égale somme de A, B de f de x dx. Donc voilà pour notre définition. Alors j'admets encore quelques retards de terre. Donc voilà pour notre définition de l'intégrale. Donc s'il y a des questions, vous pouvez marquer une petite main ou essayer de vous manifester pour si quelque chose n'est pas clair. Alors tout ce qui apparaît sur le partage d'écran, normalement c'est quelque chose donc, pour les retardataires que je vais mettre en ligne et je n'ai pas encore tout à fait résolu le problème, mais ça doit apparaître de manière, enfin vous aurez ça à votre disposition par la suite. Donc, pour les retardataires encore, on vient de définir l'intégrale I égale somme de A à B de f de x et de x. On ne sait pas, jusqu'à présent, je n'ai rien dit sur si j'avais le droit de faire ces opérations-là ou pas le droit de les faire. Donc ça va être la question suivante que l'on va se poser. Qu'est-ce qui va nous permettre, encore en retardataire, donc on l'a tenu. Donc, qu'est-ce qui nous autorise à ça met un peu de temps à charger. Alors, j'ai l'impression que ça met un peu de temps à charger. Je recommence. Voilà. Donc, qu'est-ce qui nous autorise à écrire ces expressions-là? Donc, condition d'existence. On va supposer nos fonctions f continue par morceau ou bien f monotone. C'est les deux choses qui sont, enfin, c'est deux hypothèses qui sont un peu fortes, mais au moins ça nous garantit l'existence. Et donc, pour les applications où vous n'aurez jamais besoin de quelque chose de plus fin que ça, et de toute façon, il faudrait définir une autre intégrale que l'intégrale que je suis en train de vous définir. Cette intégrale-là, elle est appelée soit intégrale de Riemann ou intégrale de Darboux. Il y a d'autres types d'intégrales qui existent, intégrale de Lebesgue, par exemple, qui permettent de faire des choses un peu plus générales, mais pour le 99% des situations, l'intégrale que j'ai définie là est amplement suffisante. Et je donne deux conditions suffisantes de cette existence, que la fonction f soit continue par morceau et que la fonction f, ou bien que la fonction f soit monotone. Si elle est monotone, ça veut dire que sur chaque intervalle, elle est en train de croître, donc elle a bien un minimum et un maximum. Si elle est continue par morceau, il y a un théorème, c'est-à-dire sur un petit bout d'intervalle, on va avoir la fonction qui est continue, et donc on va être certain qu'on peut, sur un intervalle fermé, avoir un minimum et un maximum. Donc, nos conditions d'existence sont la construction que l'on a faite là, elle est, par exemple, définir les minimums et les maximums pour ce type de fonction, ça marche bien. Et arriver à montrer que ça définit bien une limite, c'est facile dans le cas des fonctions monotones, c'est un peu plus compliqué dans le cas des fonctions continues par morceau, mais il n'y a pas de difficulté
insurmontable pour arriver à montrer que l'intégrale, dans ce cas-là, existe. Donc, on a été capable de rétablir la notion d'intégrale et de rétablir un moyen de calcul qui soit pratique. Je signale au passage que l'expression avec les petits amis et les grands amis en un peu amélioré, c'est la technique que suit votre calculatrice si vous lui demandez de calculer une intégrale de manière numérique. Donc cette définition-là, en amélioré, elle est très très pratique si on a à faire du calcul numérique et si on veut intégrer des fonctions pour lesquelles il n'y a pas d'expression analytique de l'intégrale. Les propriétés de l'intégrale, on ne fait pas, je ne les réénonce pas, c'est normalement très, très facile à se rappeler, je peux les réénoncer, mais elles sont quasiment évidentes. Donc, propriétés de l'intégrale. J'en réénonce quand même deux qui sont importantes. Une première, ça va être somme de A à B de lambda f plus mu g égale lambda somme de A à B de f plus mu somme de A à B de g. Donc cette propriété, oui c'est ça, je ne me suis pas trompé. Donc j'ai pas écrit les f de x et les dx. Lambda et mu, là c'est des éléments ça appartient à R2. Et puis f et g, ce sont des fonctions évidemment. Donc ça c'est une première propriété qui est extrêmement importante. Une autre propriété qui est importante, qui est quasiment une définition, somme de A à B de f égale moins somme de B à A de f. Et puis une dernière petite chose à ajouter, qui est une propriété extrêmement importante, somme de A à B de f va être inférieure ou égale à somme de A à B de valeur absolue de f. Donc voilà pour nos trois propriétés. Alors, petit détail en même temps que je donne cette propriété-là, je rajoute un dessin pour les fonctions qui sont négatives. Donc, si j'ai une fonction qui aurait cette allure-là, sur l'intervalle AB, l'air ici, c'est compté positivement, et l'air qu'il a, elle est comptée négativement. Donc, quand on dit R sous la courbe, si on est au-dessous de la courbe, ça fait apparaître quelque chose qui est négatif. Si on veut avoir l'air en valeur absolue, il faudrait faire plus le morceau positif, moins le morceau négatif. Donc ça, c'est des choses que vous connaissez bien, donc je n'insiste pas davantage là-dessus. Alors on passe maintenant à notre, un peu le but de ce paragraphe, qui est un théorème, donc théorème fondamental. Donc, théorème fondamental, et si f est une fonction continue, on a, et si on définit, je vais mettre comme ça, grand f de x égale somme de a à x de f de u du. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir écrire? Quelque chose donc ça, c'est le fait de définir ça comme f est une fonction continue, il n'y a aucun problème. Les expressions ont un sens. Donc, si f est une fonction continue et si on définit grand f égale somme de a à x de f de u du, alors on a grand f dérivable et f' de x égale f de x. Donc, vous connaissez le vocabulaire.
grand F, c'est appelé une primitive de petit f. Ce théorème est absolument fondamental parce que c'est lui qui nous donne un moyen, dans les cas où les fonctions petit f sont simples, un moyen efficace d'arriver à calculer des intégrales. Donc on aura juste à rechercher des primitives pour arriver à calculer les intégrales. C'est aussi un théorème qui est important dans l'autre sens, parce que si vous avez une fonction qui a été définie à partir d'une expression de ce type-là, vous êtes capable de calculer immédiatement sa dérivée. Donc ce théorème, c'est vraiment quelque chose qui est absolument fondamental. La démonstration n'est pas très difficile, donc on va la donner. Si on veut arriver à montrer qu'une fonction et que la dérivée de f de x en x0 est égale à petit f de x0 ou en x quelconque, il faut former un taux d'accroissement et puis faire la différence avec f de x. Donc, ce que je commence à écrire f en x plus h moins f de x sur h. Ça vous dit, si je fais tendance h vers 0, normalement, ça devrait donner exactement la dérivée de grand f. Donc, sauf pour cela, lorsque h tend à 0, il nous donnera la dérivée de grand f. Et moi, ce que me dit mon théorème, c'est que cette dérivée de grand f, donc f', c'est égal à petit f. Donc, je vais calculer la différence entre ce qui est la dérivée de grand f et petit f, et essayer de voir ce que ça donne. Donc ça, c'est facile à faire. Somme grand f de x plus h, c'est somme de a x plus h. Et puis, je mets le petit f, moins somme de a x de petit f, moins h petit f sur h. On va traiter d'abord les deux intégrales. Somme de a à x plus h, je rappelle un petit résultat. Somme de a à x plus h moins somme de a à x, avec ce que je viens de rappeler, c'est exactement égal à somme de x à a plus somme de a à x plus h. Donc ça, c'était l'aire entre x et a. Ça, c'est l'aire entre entre a et x plus h. Donc ça nous fait somme de x à x plus h de petit f. Donc ça, c'est facile. Et la deuxième chose que l'on peut remarquer, c'est que f de x, c'est égal à somme de... Alors, je ne sais plus comment j'avais marqué. J'avais marqué comme variable muette u. Donc, je vais prendre la même chose. Donc, ça va être égal à somme de x à x plus h de f de x du. Ça, c'est une évidence complète. Le f de x, c'est une constante, vous pouvez le sortir de l'intégrale. Et somme de x à x plus h de du, c'est x plus h moins x. Et donc, ça nous fait simplement h. Donc, cette écriture-là est parfaitement correcte. Donc, voilà pour nos deux petites étapes de calcul intermédiaire. Donc, maintenant, on peut continuer le calcul. Donc, on avait ce morceau-là qui nous intéressait. Donc, je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler grand A. Donc, grand A. Ça va être égal, encore, en nouvelle réécriture, somme de x à x plus h de f de u du, moins somme de x à x plus h de f de x du, et donc divisé par h.
Et donc ça vaut encore somme de x à x plus h de f de u moins f de x du. Le tout divisé par h. Et arrivé ici, on a quasiment gagné. Pourquoi on a gagné? Parce que on sait que nos fonctions donc, sont continues. Sur un intervalle assez petit, x plus h, f de u moins f de x va avoir un maximum ou un minimum. Donc on peut essayer de majorer la valeur absolue de a. Donc la valeur absolue de a, ça va être inférieur ou égal à somme de x à x plus h, le maximum de f de u moins f de x du. Je mets entre ici sur l'intervalle, donc le maximum c'est pris sur l'intervalle, je ne l'écris pas de manière complète, x plus h, divisé par h. Donc je vais noter ce maximum, on va appeler grand M. Donc ça nous fait grand M somme de x à x plus h du sur h. Et que ça, c'est égal simplement, si je calcule cette intégrale-là, le morceau qui est dans h. Donc ça nous fait grand M. Alors ce grand M de h, c'est notre maximum, il dépend évidemment de l'intervalle. Comment faire pour conclure maintenant? Le maximum en question, il était sur l'intervalle x plus h, et donc c'était le maximum de f de u moins f de x sur cet intervalle x plus h. Lorsque h tend vers 0, l'intervalle tend évidemment vers 0, et donc le maximum entre f de u sur l'intervalle x plus h et f de x, ça va être, lorsque h tend vers 0, f de x moins f de x, donc le maximum m de h va tendre vers 0. Donc lorsque h tend vers 0, m de h tend vers 0, puisque f de u se rapproche de f de x. Donc si je peux illustrer ça par un petit dessin, là on avait notre f de x, là on a notre intervalle x plus h, le maximum il était situé ici. Si je fais rapprocher, si je fais tendre h vers 0, évidemment le maximum qui est là entre la différence entre les deux, donc là c'était par exemple f de x plus h, le maximum qui est représenté par cet intervalle-là va évidemment tendre vers 0. Donc on a réussi à démontrer que a tendait vers 0, donc bilan de tout ça. Donc conclusion, a tend vers 0 lorsque h tend vers 0, et donc on va avoir f', donc limite de f de x plus h moins f de x sur h lorsque h tend vers 0, qui est égal à petit f de x, et donc f' de x égale existe et vaut petit f de x. On a terminé notre démonstration du théorème fondamental. Je vérifie qu'il n'y ait pas de... j'arrête momentanément le partage de l'écran pour voir si vous n'avez pas de questions. Donc je vois personne qui propose des questions. Ah, il y a quand même un retardataire ici qui est arrivé. Donc voilà pour notre premier résultat, arriver à établir un théorème fondamental qui était le théorème concernant le lien entre
intégrale et primitive. Deuxième chose que l'on va faire maintenant, donc il y a aussi quelque chose d'absolument fondamental, c'est un deuxième résultat concernant les développements limités et la formule de Taylor. Alors pourquoi je fais apparaître ça dans l'intégrale ou à la suite de l'intégrale? Peut-être quelque chose auquel vous n'avez pas été habitué. On va souvent présenter la formule de Taylor indépendamment de l'intégrale, mais c'est un des moyens les plus efficaces d'arriver à établir la formule de Taylor, d'utiliser l'intégrale, parce qu'on peut avoir une expression du reste qui est exacte. Donc ça, c'est un énorme avantage. Donc, paragraphe suivant, on va avoir la formule de Taylor avec reste intégral. Donc ça, c'est une formule qui est importante. Et comment on va la faire apparaître? Alors, je ne vais pas vous la donner tout de suite. Je vais d'abord utiliser mon résultat précédent qui vient d'être établi. Et donc, il profite du fait que si f est une fonction continue, son intégrale et il y a un lien entre intégrale et primitive. Donc, on considère f je vais prendre n fois continuellement dérivable. Donc, voilà pour notre fonction f. Donc, n fois continuellement dérivable, ça veut dire que, on pourrait dire aussi de classe Cn, c'est la même chose. Ça veut dire qu'il y a f' qui existe, f seconde, et puis ensuite, jusqu'à la dérivée n. Donc, en particulier, on a f' qui est continu. Donc, comme f' est continu, on peut calculer somme de a à x de f' de u du. Et ça va être quelque chose qui est évident à calculer. Vu le théorème précédent, ça va simplement être égal à f de x moins f de a. Donc notre théorème précédent, il nous dit que cette intégrale-là, elle est égale à, donc théorème implique f de x moins f de a égale somme de a à x, f' de u, du. C'est une relation qui est importante, que vous avez utilisée plein de fois quand vous connaissiez la primitive d'une fonction, donc par rapport à f', vous avez utilisé plein de fois cette expression-là. Alors, est-ce que c'est bien juste, si je dérive au moment de gauche, la dérivée de f de x moins f de a, c'est bien f' de x, donc ça donnera bien ce qui est sous l'intégrale. Et pour ce qui est de la valeur en 0, parce que x est égal à l'erreur sous la courbe est évidemment égale à 0, et f de a moins f de a, ça fait 0. Donc, les deux expressions sont bien identiques. Donc, pour ça, pas de problème. On a réussi à établir que f de x moins f de a est égal à la somme de a à x de f' de u du. Ça, on peut considérer ça comme la formule de Taylor la plus simple que vous pouvez établir. Donc, réécrite sous forme d'une formule de Taylor. Au voisinage de a, on a f de x égale f de a, plus un petit reste, qui est somme de a à x de f' de u de u. Donc, ça peut être interprété comme une formule de Taylor. Mais on va essayer de faire un tout petit peu mieux. Donc, on va avoir f de x qui est égal à f de a plus somme de a x, f' de u du.
Et ce que je vais faire, c'est une intégration par partie. Donc, intégration par partie. Alors, ça me permet de réviser la formule d'intégration par partie de somme de A à X de f' de U du. Comment faire l'intégration par partie? Ce que l'on va considérer, donc, c'est f' de U. On va considérer que c'est la fonction 1 multipliée par f' de U. Je vais dériver le f' de U. Donc, je vais considérer que f', c'est une primitive de f seconde de U. Et puis, je vais considérer que 1, c'est la dérivée de la fonction simplement U moins X. Donc, dérivée de U moins X, alors je vais préciser quand même par rapport à quoi? Par rapport à U, le point X il a été fixé une fois pour toutes. Donc, si je dérive la fonction U moins X par rapport à U, la dérivée de U, ça va être 1, donc c'est très bien. Donc, avec ces éléments-là, je peux écrire ma formule d'intégration par partie sans aucun problème. Donc, qu'est-ce que ça va donner? On va avoir somme de AX de f' de U du qui va être égal à U moins X f' de U à prendre entre A et X moins somme de AX de U moins X f seconde de U du. Donc voilà pour notre expression d'intégration par partie. Donc ça c'est juste réécrire la formule d'intégration par partie. Alors j'aurais pu quand même la rappeler. Je la note juste quand même pour ceux qui auraient un petit trou de mémoire pour intégration par partie, ce que ça voulait dire. Donc je mets IPP et la formule c'était somme de f'g égale fg moins somme de AB de fj'. Donc ça c'est juste pour rappeler pour tout le monde l'expression de la formule d'intégration par partie. Là je vais lui mettre entre A et B quand même. Je l'ai pas fait, c'est pas bien. Donc on a juste appliqué cette formule-là avec alors les notations ne sont pas extraordinaires. Pour ma fonction g, c'est ce que j'ai noté f' juste avant, et puis mon f', ce serait ma fonction 1 pour laquelle on applique la formule d'intégration par partie. Donc dans cette formule-là, le g, ce serait f', dans ce que j'ai écrit en rouge, et le f', ce serait juste là. Donc, on a réussi à établir ce résultat. On peut maintenant essayer d'exprimer chacun des termes dans le petit morceau qui est donné au-dessus. Donc, U moins X, f' de U, à prendre entre X et A. Lorsque je fais U égale X, X moins X, ça fait 0. Donc, ça nous donne 0. Donc, il me reste simplement moins A moins X, f' de A, et puis moins somme de A à X, de U moins X, f seconde de U, du. Donc, bilan des opérations, qu'est-ce que l'on obtient? Je continue encore un petit peu plus haut. On a établi donc comme somme de AX de f' de U est égale à moins A moins X fois f' de A moins somme de AX de moins X f seconde de U du. Et donc, pour mon expression générale, je vais avoir f de x plus f de a qui va être égal à... Je repars de l'expression qui avait été donnée ici. Hein. F de x, donc ça va aller
f de a plus somme de a à x. Donc, je réécris de manière un peu explicite 1 fois f' de u du. Et ce 1 fois f' de u du, on vient de montrer que ça va aller f de a moins a moins x. Alors, moins a moins x, ça, c'est pas une très bonne façon de l'écrire. Donc, on va effacer ça et écrire plutôt plus x moins a f' de a. Et puis ensuite, moins somme de a à x de u moins x, f seconde de u, du. Donc voilà pour notre expression, on a été capable d'établir cette nouvelle expression pour f de x. F de x égale f de a plus x moins a f' de a moins somme de a à x de u moins x, f seconde de u, du. Donc, c'est notre premier résultat établi. Alors ici, je pourrais quand même aussi un tout petit peu améliorer. Donc, on va faire ça quand même tout de suite. Au lieu d'écrire moins u moins x, on va écrire, effacer le petit morceau qui est là, et écrire simplement plus, au lieu de u moins x, on va écrire x moins u. Et ça nous donne une expression qui fait apparaître que des signes plus. Le premier petit morceau qui était donné ici, f de x égale f de a plus x moins a f' de a, ça commence à ressembler vraiment à un développement limité. Et la suite somme de ax de x moins u f seconde de u du, ça va être le reste du développement limité à l'ordre 1. Donc je note ça de manière explicite. Donc ça correspondrait à un développement limité à l'ordre 1. Et ça, le reste du développement limité. On peut avoir envie de continuer et d'essayer d'avoir une expression du développement limité à l'ordre 2. Je suppose que, donc j'arrête de partager provisoirement, je suppose que vous avez deviné comment on pouvait vous pouvez mettre des petits messages éventuellement si vous avez des questions aussi. Ça, Ah, il y a encore quelques étudiants retardataires qu'on va te mettre. Je suppose, donc on a établi le développement limité à l'ordre 1. Je suppose que vous devinez déjà comment on va faire pour établir le développement limité à l'ordre 2. Pour avoir le développement limité à l'ordre 1, on a fait une intégration par partie. Pour avoir le développement limité à l'ordre 2, on va faire exactement la même chose et aussi continuer nos intégrations par partie. Alors, ce que l'on va dériver, ce sera f seconde de u, ça fera apparaître un f tierce de u. Et ce que l'on va intégrer, c'est le x moins u. On va l'intégrer sous la forme moins x moins u carré sur 2. Et on va regarder ce que ça donne. Donc ça va être une suite d'intégrations en parties successives qui vont nous permettre d'arriver jusqu'au résultat. Donc je reviens à mon partage d'écran et je continue l'étape pour avoir le développement limité à l'ordre 2. Alors je ne ferai pas une fois que vous aurez compris à l'ordre 2, comprendre comment ça fonctionne à l'ordre n, ce sera tout le temps des intégrations par partie. Donc je ne les ferai pas jusqu'à l'ordre n. La façon propre de faire, ce serait faire un raisonnement par récurrence. Mais si on a compris à l'ordre 2, c'est amplement suffisant. Et ensuite, pour la suite, quand on fera la même chose pour les fonctions de 2 variables, je n'aurai besoin que du développement limité à l'ordre 2 et pas du développement limité à l'ordre n. Parce qu'écrire un développement limité à l'ordre n pour une fonction de ne serait-ce que 2 variables, ça commence à être assez infernal. On laisse le partage de l'écran se faire. Donc, développement limité à l'ordre 2, on continue nos opérations d'intégration par partie. Donc, on continue l'intégration par partie pour développement limité.
Alors, c'est pas compliqué. Donc, on vient d'expliquer exactement ce que l'on allait faire. Donc, x moins u, on va l'intégrer, c'est la dérivée de moins x moins u au carré sur 2 par rapport à u. Et f seconde de u, c'est la primitive de f tierce de u, donc dérivée troisième de u. F seconde de u primitive de f tierce de u, évident. Là, dérivée de moins x moins u carré, si je dérive x moins u au carré, ça fait 2 fois x moins u multiplié par moins 1. Le moins 1 il est compensé par le moins que j'ai mis devant, et donc on a bien le résultat qui est correct. Donc on peut utiliser notre formule d'intégration par partie sans aucun problème. Et donc qu'est-ce qu'on va avoir? On va pouvoir écrire cette fois-ci f2. Donc je reviens avec ma couleur de rouge pour marquer les calculs. F de x égale f de a plus x moins a f' de a plus, j'applique l'intégration par partie. Donc ici, on se retrouve avec moins x moins u au carré sur 2 f seconde de u à prendre entre a et x, et ensuite moins x moins u au carré sur 2 f tierce de u du. Donc voilà pour notre expression de l'intégration par partie. Là encore, il faut utiliser calculer ce petit terme qui est là. Lorsque u est égal à x, x moins x, ça fait 0, donc ça disparaît. Lorsque u est égal à a, ça fait moins x moins a, donc là, comme c'est le morceau en x moins le morceau en a, le moins, ça va faire en plus. Donc je vais écrire f de a plus x moins a f' de a plus x moins a carré sur 2 f seconde de a et plus le dernier terme, somme de a x, de x moins u au carré sur 2 f tierce, je vais mettre un petit 3 en exposant, f de u du. Donc, on a établi cette fois-ci notre développement limité à l'ordre 2. Je remonte un petit peu. Donc, exactement comme j'ai écrit développement limité à l'ordre 2, à l'ordre 1 et reste, on va avoir le développement limité à l'ordre 2. Donc, ça va donner exactement la même chose. Donc, ça nous donne notre développement limité à l'ordre 2. Et ici, le reste intégral. Donc, je mets entre parenthèses intégrale pour marquer qu'il est écrit sous forme d'une intégrale. On peut continuer évidemment les calculs répéter les opérations, donc faire une nouvelle intégration par partie, et on va avoir le développement comme ça, en répétant les intégrations par partie jusqu'à l'ordre n, on va avoir l'expression du développement limité à l'ordre n, donc formule de T qui va être la formule de Taylor avec reste intégrale. Donc je l'écris en conclusion, formule de Taylor avec reste intégrale. Ça va être f de x égale f de a plus x moins a f' de a plus x moins a carré sur 2 f seconde de a plus point de suspension x moins a à la puissance n sur factoriel n dérivée n de a plus, donc ça c'est mon développement limité, plus il me reste
un reste intégral à écrire, et le reste intégral, il va s'écrire somme de a x, x moins u à la puissance n sur factoriel n, dérivée n plus unième de u, du. Donc voilà pour notre expression de la formule de Taylor avec reste intégral. Ça nous donne une formule qui est très bien. Qui est parfaite. Donc en général, donc des petits commentaires quand même pour continuer. Donc commentaire. La formule qu'on a établie là, elle est exacte et elle marche si notre fonction f, elle admet, alors là je l'écris jusqu'à l'ordre n, dans mes hypothèses je vais lui mettre qu'elle était n plus une fois continuellement dérivable, donc je remonte un tout petit peu dans les remarques que j'avais faites plus haut, on remonte dans mes points qui apparaissent ici, donc ici je vais mettre n plus une fois, et c'est n plus 1, donc n plus une fois continuellement dérivable. Donc ça, c'est ce que je vais faire apparaître une dérivée n plus 1. C'est très bien. En même temps qu'on fait la démonstration, comme ça, on peut éventuellement, si on a fait en oubliant ces hypothèses, donc là j'ai écrit alors la formule Taylor à l'ordre n, je peux corriger dans mes hypothèses, il me faut la dérivée à l'ordre n plus 1. Donc ça me donne un premier commentaire qui est un commentaire purement mathématique. Les hypothèses par rapport à la formule de Taylor-Lagrange ou Taylor-Young que vous avez établie l'an dernier, elles sont un peu plus fortes. Pour la formule de Taylor-Lagrange, vous aviez besoin que le fait que la fonction f soit dérivable, continuellement dérivable à l'ordre n pour l'établir. Moi, j'ai dû avoir la fonction f qui soit dérivable à l'ordre n plus 1 pour avoir le développement limité à l'ordre n. Pour les applications, c'est pas du tout gênant. J'écris même pas ce commentaire parce qu'il n'est pas, pour la physique, pas du tout important. Autre commentaire que j'écris, donc en physique, on écrit quasiment jamais le reste. Alors ça va vous plaire. Très souvent, c'est remplacé par des points de suspension. Pas besoin de vous dire que je condamne cette pratique, mais comme c'est pas ce qui intéresse les physiciens, c'est assez normal. Ils savent qu'il y a un truc qui traîne, qui est petit, par rapport à ce qu'on a écrit devant, donc ils vont pas s'embêter à se préoccuper de ce que vaut ce truc petit. Une notation qui est aussi, alors là, qui est plus utilisée en mathématiques, c'est notation avec des petits taux et des grands taux. Alors celle-là, je l'utiliserai assez souvent quand je n'aurai pas envie d'écrire le reste intégral, ce qui sera pratiquement toujours le cas. Notation avec petit taux et grand taux. Petit taux de x puissance n, ça désigne quelque chose qui est négligeable devant x puissance n. Et grand taux x puissance n, alors je vais mettre grand taux de x puissance n plus 1, ça désigne un terme d'ordre x puissance n plus 1. Donc très souvent la formule de Taylor, avec ces notations-là, elle pourrait être écrite, donc vous l'avez peut-être déjà vu cette formule-là, f de x égale f de a, donc plus x moins a, f' de a, plus x moins a puissance n, dérivée n en a sur factoriel n, plus au choix, petit taux de x puissance n, ou grand taux de x puissance n plus 1. J'utiliserai très souvent la notation avec le petit taux, quand je ne voudrais pas écrire le reste,
Donc ça sera très fréquent. Pour vous, par contre, vous pouvez être tranquille. Si vous me mettez des points de suspension dans un résultat, ça ne me gêne pas du tout, puisque pour la physique, vous n'avez pas besoin de maîtriser les restes parfaitement. Donc moi, j'essaie de faire quelque chose qui soit toujours parfaitement propre, mais vous, quand vous, par exemple, sur un devoir, si vous mettez des points de suspension, aucun souci à vous faire. Si votre développement limité de dopant est correct, vous aurez absolument tous les points. Donc là, c'est vraiment pour être absolument propre, correct, par rapport aux notations que je définis ces deux notations de mathématiciens, petit o et grand O. Donc, ça, c'est nos deux commentaires. Alors, et le troisième commentaire, c'est en pratique, on utilise Taylor pour les fonctions élémentaires. Alors, fonction élémentaire, ça veut dire quoi? Exponentielle de x, sinus x, cosinus x, point de suspension, donc je mets je peux rajouter souvent au voisinage de 0. Et donc ça, c'est l'utilisation de la formule de Taylor. Par contre, dès que vous avez des fonctions qui sont un peu compliquées, il vaut mieux avoir recours donc au voisinage de 0, on a la peine de le dire. Dès que vous avez des fonctions qui sont un peu compliquées, on ne va pas utiliser la formule de Taylor pour faire des calculs établir des développements limités, mais on va essayer d'avoir recours à d'autres méthodes. Je vais vous donner des exemples pour expliquer comment on... Alors ici, j'ai fait un truc absolument horrible. Je reviens juste en arrière parce que j'ai fait comme si mon développement limité était au voisinage de 0. Donc, je fais un petit retour en arrière ici. Ici, le terme qui était petit, c'est x moins a. Donc, j'ai bêtement écrit... zut, je trouve ma gomme. J'ai bêtement écrit x puissance n comme si le développement limité était au voisinage de 0, c'est ce qui se produira dans un nombre infini de cas. Ici, je n'étais pas au voisinage de 0, j'étais au voisinage de x moins a. Donc là, ce serait petit o de x moins a à la puissance n. Et en dessous, c'était grand O de x moins a à la puissance n plus 1, pour bien marquer que le terme que l'on voit être petit, c'est non pas x, mais bien x moins a. Quand j'écris cette expression f de x égale f de a plus x moins a f' de a, par exemple, si je m'arrête à l'ordre 1, elle est intéressante si x moins a est petit. Et même là, vous devez vous dire, tiens, mais ce truc-là, f de x égale f de a plus x moins a f' de a, ça me rappelle presque quelque chose. Si je remplaçais f de x par y, je dirais y égale f de a plus x moins a f' de a. Alors ça, ce serait quoi? Ce serait exactement l'équation de la tangente. Donc, je vais ajouter ça en quatrième commentaire. Mais donc là, c'était vraiment important. J'avais fait comme si c'était au voisinage de 0, c'est placé au voisinage de n'importe quel point. Donc ici, par contre, j'ai mis souvent au voisinage de 0, parce que c'est souvent le cas que vous utiliserez la formule de Taylor pour au voisinage de 0. Donc, je reviens après avoir corrigé cette erreur horrible sur mon résultat. Donc, en pratique, on utilise Taylor pour les fonctions élémentaires, donc exponentielle x, logarithme x, sinus x, cosinus x, 1 sur 1 plus x, etc. Souvent au voisinage de 0, c'est les développements limités élémentaires que vous avez à connaître. Très souvent, comme ils seront rappelés dans les examens, les physiciens aiment bien que vous les connaissiez par cœur, donc vous pouvez les apprendre par cœur. Et mais, je finis ma phrase, on évite lorsque on a affaire à des fonctions compliquées. Alors, quand je mets compliqué,
Par exemple, ne serait-ce que exponentielle 1 sur 1 plus x2, par exemple, au voisinage de 0, ne calculez pas des dérivés. À l'ordre 4, par exemple, ça vous ferait des calculs horribles. Vous y passez le reste de votre journée pour avoir le développement limité. Donc, on évite absolument de faire ça pour les développements limités. Alors, dernier commentaire, donc. Développement limité à l'ordre 1. Je remplace f de x par y. Qu'est-ce qui se passe? Je me retrouve avec y égale f de a plus x moins a f' de a. C'est l'équation de la tangente en a. Donc là encore, vous voyez toujours toutes les choses qui se recoupent. On a fait intervenir des dérivés, donc là pas de différentiel comme on était avec des fonctions d'une seule variable, mais on n'est pas tellement. On va télépartager pendant quelques secondes pour voir s'il y avait des. Ah, il y a des nouveaux admis. Donc on a réussi. Bon, j'ai oublié ce que j'étais en train de dire. Donc hier, on avait parlé de la tangente en mettant la différentielle, c'est approximation linéaire, meilleure approximation linéaire au voisinage d'un point. Ici, on retrouve la tangente après les développements limités. Donc c'est pas très surprenant puisqu'on a fait que s'amuser à dériver et intégrer. Donc ça nous donne. Alors je vois en commentaire pourquoi x moins a et non moins x moins a dans la formule. Donc je reviens en arrière sur mon partage d'écran pour répondre aux commentaires qui a été fait. Donc ça devait correspondre à des choses qui étaient un peu plus hautes. Donc je reviens juste pour répondre aux commentaires qui viennent d'être faits. N'hésitez pas à mettre des commentaires, hein. Je ne regarde pas tout de suite, parce que sinon ça me ferait m'interrompre trop fréquemment. Et par contre, je les regarde justement, j'arrête le partage d'écran et puis je les regarde régulièrement pour être sûr que j'ai rien oublié. Donc j'en profite pour rajouter des accents. Ici, on avait écrit moins a moins x. Donc, quand on avait calculé l'expression de u moins x f' de u entre x et a, si je remplace u par x, x moins x, ça faisait 0. F' de x, bon, ça fait ce que ça veut. Mais 0 fois f' de x, ça fait 0. Et ensuite, on avait écrit valeur en a. Donc, c'était ce qui entre le crochet en x moins le crochet en a. Donc, en a, ça nous faisait moins. Et je fais le crochet en a moins x, f' de a. Donc, ça va me donner cette expression-là. Le moins a moins x, c'est la même chose que plus x moins a. Donc, au lieu d'avoir réécrit moins a moins x, f' de a ici, je l'ai réécrit sous la forme plus x moins a. Donc, normalement, ça doit répondre aux commentaires qui étaient faits. Pourquoi plus x moins a et pas moins a moins x dans l'expression du développement limité. Donc il n'y a bien pas d'erreur, c'est bien, en gros, moins a moins x, ça vaut simplement plus x moins a. Donc voilà pour la réponse aux petits commentaires qui étaient faits. Et donc je redescends un petit peu dans mes... donc après avoir répondu à ces commentaires, je reviens à ce commentaire. Je reviens aux petits commentaires que j'avais fait. Donc en physique, on n'écrit jamais le reste. Mathématiques, on utilisera souvent petit o et grand O
pour pas avoir à écrire le reste intégral de manière explicite quand on n'en a pas besoin, même si c'est très très intéressant, si on veut arriver à estimer l'erreur, on est vraiment obligé d'écrire le reste. Donc, troisième commentaire, c'était si vous avez à faire des développements limités avec des fonctions un peu compliquées, par contre, n'utilisez pas Taylor, les calculs des dérivés sont affreux. Et puis, dernier commentaire, c'était le développement limité à l'ordre 1. C'est une autre façon d'avoir l'équation de la tangente. Vous écrivez votre développement limité à l'ordre 1, vous remplacez f de x par y, et vous avez exactement l'équation de la tangente. C'est normal. On a dit que la tangente, c'était l'approximation droite de la fonction f qui est un peu tordue. Donc, à l'ordre 1, on a une fonction x moins a f' de a, c'est une fonction qui est linéaire en x moins a, ou si je fais par rapport à x f de a plus x moins a f' de a, c'est une fonction affine, donc ça représente une droite, et donc c'est normal que y égale f de a plus x moins a f' de a, ça nous donne l'équation de la tangente. Donc ça c'était le quatrième commentaire. Dernier commentaire qui est très très utile, c'est application des développements limités à l'ordre 2. Lorsque f' de a est égal à 0. Donc, vous avez, alors je ne l'avais pas rappelé hier, mais vous savez que lorsque la dérivée s'annule, on a f' de a, donc lorsque la dérivée s'annule, on a point a, c'est-à-dire que f' de a égale à 0, et on vous a appris que dans ce cas-là, on pouvait avoir affaire à un maximum ou un minimum, ou des choses plus compliquées. Donc, le développement limité vous permettra de savoir exactement à quoi ressemble la fonction f au voisinage du point A lorsque f' de a égale à 0. Donc, permet de savoir à quoi ressemble f au voisinage de a lorsque f' de a égale à 0. Alors, faisons l'écriture du développement. On a f de x égale f de a plus x moins a au carré sur 2, f seconde de a, plus un petit o de x moins a carré que je n'écrirai plus. L'expression qui est là, elle me donne, si je néglige le reste qui est là, exactement l'allure de la fonction f de x. Une autre façon d'écrire ça, ce serait d'écrire au voisinage de a, f de x est de l'ordre de f de a plus x moins a carré sur 2, f seconde de a. Mais ça, cette fonction-là, vous la connaissez depuis toujours. Bon, c'est une bête parabole. Si j'oublie a et que je pense que c'est 0, vous auriez une constante fois x2. La constante fois x2, vous savez l'allure que ça a. Suivant constante fois x2, suivant que la constante est positive, bah ça, cette allure-là, ça, c'est si constante positive, donc cx2, c'est positif, et puis cx2 avec c négatif, ça, cette allure-là, ça, vous savez aussi parfaitement. Donc, qu'est-ce que nous dit notre petite formule qui est donnée là? Elle nous permet de rétablir un résultat que vous connaissiez aussi, que vous aviez vu en terminale, donc que vous aviez peut-être eu le temps d'oublier. Si f seconde de a est positif, on va être dans cette situation-là et on va avoir en a un minimum. Si f seconde de a est négatif, on va avoir un maximum. Donc, conséquence, f seconde de a positif, on a un minimum, et f seconde de a négatif, on a un maximum. On est dans la situation qui est donnée là. Là, ma constante c, c'est jamais que f seconde de a sur 2. Alors, vous allez me dire, mais si f seconde de a s'annule,
Mais très bien. Maintenant, on a un outil pour arriver à étudier ça aussi. Donc, remarque, si f seconde de A s'annule, on utilise le développement limité à l'ordre 3. Donc, dans ce cas-là, on va avoir, donc, quand je mets si f seconde de A s'annule, ça veut dire ici, f' de A est nul et f seconde de A est nul. Donc là, on se retrouverait avec f de x égale f de A plus x moins A au cube sur factoriel 3, f tierce de A plus un petit tour de x moins A au cube. Et à quoi va ressembler la fonction? Elle va ressembler simplement au morceau que j'ai donné ici. Donc là encore, à quoi ça pourrait ressembler cette chose-là? Si je dessine Cx3, ça me fait quelque chose. Alors suivant le signe, là ici je le dessine pour C positif, qui aurait l'allure du morceau que je viens de représenter ici. Donc C positif, Cx3, ça me donne exactement l'allure que je viens de représenter là. Et si c'était négatif, ce serait symétrique par rapport à l'axe horizontal. Et un point de ce type-là, vous connaissez aussi ce que ça veut dire, ce serait un point d'inflexion. Vous pouvez dire si f tierce s'annule. Bon, on irait utiliser le développement limité à l'ordre 4. Et donc le développement limité, ça vous donne l'allure de la fonction au voisinage d'un point, quelle que soit la complexité de ce point, mais ça vous donne qu'une information locale. Il ne faut pas du tout, exactement comme pour la tangente, elle vous disait à quoi ressemblait la fonction au voisinage du point où vous vous placez. Si vous vous éloignez trop de la fonction, il peut se passer n'importe quoi, votre tangente ne vous donne plus aucune information. Là, pour les développements limités, c'est exactement la même chose, sauf que ça fait ça de manière un peu plus fine, et ça vous dit de manière un peu plus précise à quoi ressemble la fonction. Donc ça donne tous mes commentaires sur l'application des développements limités. Alors dans ces commentaires-là, il y a un point qui est le dernier point sur lequel je vais revenir, c'est le point qui concerne les calculs. Comment on fait pour les calculs? Il y a plein de règles. Alors je ne vais pas tout réviser parce que ça c'est normalement vraiment de la révision. Plein donc n'hésitez pas à faire des petits commentaires parce que je regarde dans le converser en même temps s'il y a des questions. Donc c'est pratique pour répondre. Ou si vous voulez prendre la parole, pas de problème non plus. Donc donc il nous reste un dernier petit point à voir, c'est comment on mène les calculs. Alors je n'ai pas rappelé toutes les règles de calcul que vous avez vues l'an dernier. Il y a un mot qui va être admise. Donc pas toutes les règles de calcul, mais je vais faire justement des petits rappels à partir d'exemples. Donc la révision là, ça ne va pas être redonner tous les théorèmes qui étaient un peu pénibles à mémoriser, mais simplement se dire en repratiquant les calculs, normalement, les méthodes de calcul doivent revenir et vous devrez assez rapidement être très efficace pour calculer les développements limités sur les fonctions d'une variable. Ce sera donc la semaine prochaine, on fera la même chose pour les fonctions de deux variables. Vous verrez que c'est nettement plus pénible. Donc je reviens sur mon partage d'écran. Et je fais un nouveau morceau, technique de calcul. Exemple. Donc, premier exemple que je vais prendre, c'est exemple qu'on peut faire par deux méthodes. Donc, développement limité de cosinus x au voisinage
de pi sur 4 à l'ordre 2. Alors, deux techniques qui sont possibles. Ici, on a vu cosinus x, c'est une fonction élémentaire. Donc, calculer ses dérivées, c'est très très facile. Donc, première méthode, on peut utiliser Taylor. Donc, méthode 1, Taylor. Alors, comment faire avec Taylor? La formule qu'on va utiliser, ça va être cosinus x égale cosinus pi sur 4 plus x moins pi sur 4. La dérivée de cosinus, donc je vais marquer cosinus avec un petit 1 ici de pi sur 4. Donc là, ça me marque que c'est la dérivée première de cosinus, plus x moins pi sur 4 au carré sur 2, la dérivée seconde de cosinus en pi sur 4, plus un petit o de x moins pi sur 4 au carré. Je ne vais pas les crocher pour alléger l'écriture, mais c'est normalement il faudrait en crocher sur le tour. Cosinus pi sur 4, vous connaissez sa valeur, c'est racine de 2 sur 2. La dérivée de cosinus, donc cosinus, la dérivée de cosinus, c'est sinus, donc c'est la même chose que cosinus prime. Ça serait, moins sinus, je pense à dire n'importe quoi, c'est pas bien. Donc cosinus, dérivée première de cosinus en pi sur 4, ça va être moins sinus de pi sur 4, et donc ça nous fait moins racine de 2 sur 2. Et il nous reste le dernier chose à écrire, la dérivée seconde de cosinus, ça va être la dérivée première de moins sinus, donc ça va être égal à moins cosinus, et donc la dérivée seconde de cosinus en pi sur 4, ça va être simplement moins cosinus pi sur 4, et donc moins racine de 2 sur 2. Donc on a été capable de calculer notre développement limité. Alors ici, je fais quand même une correction. Quand j'écris ma formule de Taylor, c'est cosinus x égale cosinus pi sur 4 plus x moins pi sur 4 cosinus pi sur 4 plus x moins pi sur 4 sur 2. J'ai oublié le 2 qui est ici. Cosinus, dérivée seconde de cosinus en pi sur 4 plus le résultat. Donc là, j'avais oublié le 2. Je viens de corriger mon. Donc, j'écris le résultat. Cosinus x égale racine de 2 sur 2. Plus, moins, alors ici j'avais trouvé moins, donc je vais écrire plus x moins pi sur 4 fois moins racine de 2 sur 2, et puis plus 1 demi de x moins pi sur 4 au carré, multiplié par moins racine de 2 sur 2, plus, je fais pour le calcul intermédiaire, je ne fais pas le reste, et donc finalement j'ai le résultat. Cosinus x égale racine de 2 sur 2, moins racine de 2 sur 2, x moins pi sur 4, moins racine de 2 sur 4, x moins pi sur 4 au carré, plus petit o de x moins pi sur 4 au carré. On a établi notre développement limité. C'est le résultat, qui est on va dire qu'il fallait obtenir, résultat juste, et c'est une méthode ici qui est ultra rapide, et il n'y a pas de raison d'hésiter, vous pouvez l'utiliser sans aucun problème. Je mets un petit commentaire quand même qui est important. Donc, commentaire. Ne développez pas le polynôme en x moins pi sur 4. Il est très bien le résultat comme ça. Ce qui vous intéresse, c'est ce qui se passe au voisinage de x moins pi sur 4. Donc, la grandeur qui est importante, c'est x moins pi sur 4.
c'est la chose sur laquelle on pourra agir facilement. Et ce truc-là, il est valable uniquement si x moins pi sur 4, enfin il est intéressant, l'expression elle est toujours valable, mais elle est intéressante uniquement au voisinage de pi sur 4. Donc elle est uniquement intéressante lorsque x moins pi sur 4 est tout petit. Donc n'allez pas vous amuser à développer ça en faisant apparaître un polynôme en x et puis en x2, puisqu'après vous ne sauriez plus si, quelle valeur donner à votre x. Il faudrait écrire x égale pi sur 4 plus un petit epsilon pour arriver à avoir des informations. Ça vous fera après redévelopper. Donc, quand vous avez un résultat de cette forme-là, vous le gardez sous cette forme-là. Je sais que parfois, il y a certaines personnes qui développent, ça ne sert à rien, c'est bien mieux d'avoir ça sous cette forme-là. Au moins, on a les informations qui sont clairement dites sur le développement limité, et on le laisse sous cette forme. Donc ça, c'est vraiment le commentaire que je l'ai mis en haut, parce que c'est vraiment important. Donc ça, c'était une première méthode avec Taylor. Deuxième méthode, ça va être changement de variable, méthode qui est extrêmement intéressante. Et ça nous permet de réviser cette méthode-là. Donc, je pose x moins pi sur 4 égale u. Donc ici, ça fait apparaître directement ce qui m'intéressait, c'est-à-dire le u qui est petit, avec u, donc c'est une petite remarque, petit, u de l'ordre de 0. Dans ces conditions, on va avoir cosinus x, qui va être égal à cosinus de u plus pi sur 4. Donc à cosinus u, cosinus pi sur 4, moins sinus u, sinus pi sur 4. Je connais cosinus pi sur 4, ça vaut racine de 2 sur 2. Je connais sinus pi sur 4, ça vaut racine de 2 sur 2. Donc ça me fait racine de 2 sur 2 cosinus u, moins racine de 2 sur 2 sinus u. Et là, j'ai mis u proche de 0. Et cette fois-ci, je suis très satisfait de la situation, parce que je connais les développements limités de cosinus u et sinus u au voisinage de 0. Donc ça, comme u est de l'ordre de 0, je peux écrire ça sous la forme racine de 2 sur 2, 1, moins u2 sur 2, plus point de suspension, le terme qui suivrait, qui serait d'ordre 4, moins racine de 2 sur 2, u moins u3 sur 6, point de suspension, terme qui serait d'ordre après 5. Le u3 sur 6, j'aurais pu ne pas l'écrire, puisqu'on m'avait demandé simplement un développement limité à l'ordre 2, donc ça c'est déjà de l'ordre 3, donc j'avais même pas besoin d'écrire ça. Et donc ça me fait simplement racine de 2 sur 2, moins racine de 2 sur 2 u, moins racine de 2 sur 4, u2, plus un petit o de u2. On a quasiment terminé. Donc cette expression-là, elle est tout à fait correcte avec u égale x moins pi sur 4. Si je veux réécrire mon résultat avec x, il suffit de le faire, mais ça souvent c'est presque être regardé, cette forme-là, puisqu'on sait que u égale x moins pi sur 4. Donc résultat, si je regarde les notations initiales, donc ça va être cosinus x égale racine de 2 sur 2, moins racine de 2 sur 2, u ça va aller x moins pi sur 4, donc j'écris x moins pi sur 4, puis moins racine de 2 sur 4, x moins pi sur 4 au carré, plus petit o de x moins pi sur 4 au carré. Évidemment, on trouve le même résultat que celui qu'on avait trouvé plus haut. Donc, les deux méthodes sont ici équivalentes en temps. La deuxième méthode, dès que vous aurez des fonctions qui seront un peu tordues, elle sera toujours préférable. L'an dernier, pour les examens, on avait souvent posé des développements limités qui étaient vraiment faciles à faire en faisant un changement de variable, mais quasi infaisables en utilisant la formule de Taylor, parce que les calculs de dérivés étaient absolument horribles. Dès la dérivée première, il y a une expression qui était absolument monstrueuse. Donc ça, c'était
pas la peine de tenter les calculs avec une formule de Taylor. Donc voilà pour notre premier exemple de développement limité. Alors j'ai donné un autre petit exemple, donc ça nous permettra de revoir une autre technique de calcul. Donc là, changement de variable, on va faire une autre petite technique de calcul qui est substitution. Donc deuxième exemple, je réécris, je remonte un petit peu pour voir comment j'avais écrit ça. Développement limité de 1 sur cosinus x au voisinage de 0. Et on va le faire à l'ordre 4. Donc ça va être notre deuxième exemple. Comment on peut faire ça? Là encore, pas de problème. Ce que vous connaissez comme développement limité, c'est le développement limité de cosinus x au voisinage de 0 à l'ordre 4. Donc on connaît cosinus x égale 1 moins x2 sur 2 plus x4 sur factoriel 4 plus petit o de x4. Ça, c'est le développement limité de cosinus x au voisinage de 0 à l'ordre 4. On veut calculer 1 sur cosinus x. Là encore, pas de problème. On va avoir 1 sur cosinus x qui va être égal à 1 sur 1 moins x2 sur 2 plus x4 sur factoriel 4 plus petit o de x4 égale, j'aurais écrit ça sous une forme quasi équivalente, 1 sur 1 plus epsilon avec epsilon égale moins x2 sur 2 plus x4 sur factoriel 4 plus, je mets un point de suspension. L'avantage de epsilon, c'est que epsilon est de l'ordre de 0 lorsque x est de l'ordre de 0. Donc, je peux utiliser le développement limité de 1 sur 1 plus epsilon au voisinage de 0. « 1 sur 1 plus epsilon, ça va être égal à 1 moins epsilon plus epsilon 2 moins epsilon 3 plus epsilon 4. Je ne réécris pas la fin, donc vous connaissez ce développement depuis toujours. Donc il faut regarder, nous attendons un développement sur cosinus x au voisinage de 0 à l'ordre 4. Alors epsilon, donc là ça contient des termes d'ordre 2 et d'ordre 4. Regardons epsilon 2. Epsilon 2, ça va être moins x2 plus x4 sur factoriel 4 plus point de suspension à élever au carré. Et donc, le seul terme qui est un terme d'ordre 4, ça va être le premier terme élevé au carré. Tous les autres, ça ferait intervenir des produits au moins x2 fois x4, donc x6, donc un terme d'ordre 6. Donc, le seul terme d'ordre 4, c'est ce terme-là élevé au carré, et donc c'est x4 sur 4 plus terme d'ordre au moins 6. Epsilon 3 ou epsilon 4, c'est terme au moins d'ordre 6. Donc, je n'ai pas besoin de les considérer. Donc, ça, c'est très bien. Ça me permet de continuer l'écriture de mon développement limité. On va avoir simplement 1 sur cosinus x qui va être égal à 1 moins epsilon. Donc, moins epsilon, ça nous fait, je vais écrire complètement, plus epsilon 2. Donc, plus, je mets un petit peu de epsilon 2. Et donc, ça nous fait ici 1 moins epsilon. Alors, epsilon avait dit que c'était moins x2 sur 2 plus x4 sur 4. Donc, ça nous fait 1 plus x2 sur 2 moins x4 sur factoriel 4. Et puis, plus epsilon 2.
on a vu que epsilon 2, c'était simplement plus x4 sur 4. Et ça nous fera ici un petit taux de x4. Et donc, on finit notre calcul. La seule chose qui reste à calculer, c'est le terme moins x2 sur 2 plus x4 sur factoriel de 4. Donc, c'était x4 sur 24. Et donc, ça nous fait au total 1 sur cosinus x égale 1 plus x2 sur 2. Donc, ça va être je vérifie que j'ai rien oublié. Donc, 1 plus x2 sur 2. Et puis ensuite, 6 moins 1, ça fait 5, plus 5x4 sur 24, plus petit taux de x4. Là, c'est de très loin la méthode la plus rapide pour avoir le résultat du développement limité de 1 sur cosinus x à l'ordre 4 au voisinage de 0. Une application de ça peut être, donc application, développement limité de tangente x à l'ordre 5. Alors, je ne vais pas faire le calcul jusqu'au bout. Au voisinage de 0. Comment on va faire le développement limité de tangente x à l'ordre 5? La tangente x, c'est simplement sinus x sur cosinus x. Donc, c'est sinus x multiplié par 1 sur cosinus x. Et donc, ça va être x moins x3 sur factoriel 3 plus x5 sur factoriel 5 plus un petit taux de x5 à multiplier par le développement limité que je viens de trouver. Donc, 1 plus x2 sur 2 plus 5x4 sur 24. Et en faisant les calculs et en gardant que les termes d'ordre. Donc, les calculs, en réalité, une fois qu'on est arrivé là, ils ne sont pas très longs. Parce qu'il y a plein de termes qui disparaissent. x2 fois x3, on va le garder. Mais x2 fois x5, on ne va pas le garder. x4 fois x, on va le garder. Mais tous les autres termes vont disparaître. Donc, il y a finalement peu de termes à conserver. Je peux même pratiquement l'écrire. Donc, ça nous fait premier terme x moins x3 sur 2 plus 5x5 sur 24. Donc là, j'ai fait la multiplication de x avec tout le bloc qui est donné ici. Les termes qui suivraient, ils n'interviendraient pas, c'est normal. C'est pour ça que je n'avais pas écrit le terme en x6 qui apparaît ici. Terme suivant, moins x3 sur factoriel 3. Moins x5 sur factoriel 3, donc 2 multiplié par factoriel 3. Ça va être le produit de x3 sur factoriel 3 par x2 sur 2. Et puis ensuite, plus x5 sur factoriel 5. Et on a terminé. Et donc, il ne nous reste plus qu'à rassembler les termes. Et on a le résultat. Alors, je vous donne le résultat. Donc, c'est juste un petit calcul à terminer. Donc, ça nous fait 1 x plus x3 sur 3 plus 2x5 sur 15 plus petit taux de x5. Donc ça, ce serait un moyen de calculer le développement limité de tangente x à l'ordre 5. Donc ça nous a permis de réviser les techniques de calcul. Donc substitution d'une expression dans une autre. Donc là, ici, par exemple, on avait utilisé le epsilon qu'on a substitué dans le développement limité, dans un développement limité, puis utiliser les développements limités connus. Faire des produits de développement limité. Donc ça va être toutes les techniques de calcul qui pourront être utilisées pour faire des développements limités. J'arrête le partage d'écran. Alors, j'ai une petite question. Pourquoi moins x3 sur 2 au lieu de x3 sur 2 à quel endroit ici? C'est ça,
Très bonne remarque, on revient en arrière, partager l'écran. Petite erreur qui m'est signalée, quand j'ai fait ma multiplication ici de 1 plus x2 sur 2 plus 5x4 sur 24 par x, ça va nous donner x plus x2 fois x3 sur 2, donc là c'était x3 sur 2, plus 5x5 sur 24, et puis après le terme suivant, moins x3 sur... donc je vérifie que je n'ai pas fait d'erreur. Si j'avais fait encore une autre erreur, quand j'avais multiplié ici, j'ai oublié le point d'exclamation, c'était moins x3 sur factoriel 3, et puis ensuite moins x5 sur 2 fois factoriel 3, et puis après plus x5 sur factoriel 5, ça c'était quoi? Donc il y avait deux erreurs, là un signe plus, et puis ici j'avais oublié le factoriel 3. Donc quand on rassemble tous les termes, je vérifie par exemple pour le terme qui est là, ça c'est quelque chose que je connais, donc je vais vérifier que maintenant il n'y ait plus d'erreur en faisant ça. Factoriel 3 c'était 6. Donc ici, 3 fois 2, 3 sur 6 moins 2 sur 6, moins 1 sur 6, ça fait 2 sur 6, donc ça fait bien 1 sur 3. Donc 1 demi moins 1 sur factoriel 3, ça fait bien 1 tiers. Donc voilà, on a corrigé notre erreur. Et 5 sur 24 moins plus 1 sur factoriel 5, donc 1 sur factoriel 5 c'est 120, et 2 sur factoriel 3 c'est 12. Vous réduisez au même dénominateur, et normalement le bon résultat c'est 2x5 sur 15 lorsqu'on a tout réduit au même dénominateur correctement. Donc voilà pour notre application, donc calcul de tangente x sur développement limité de tangente x. Donc je vais donner juste deux petits exemples comme ça pour se remettre en mémoire la façon dont on fait des développements limités, mais il y aura d'autres développements limités qui seront refaits en TD, et donc normalement, ça devrait vous permettre d'avoir à peu près en mémoire tout ce que vous avez vu sur les développements limités. Alors, on va dans les quelques minutes qui nous restent, passer, après avoir fait ces révisions sur les fonctions d'une variable, à regarder ce qui se passe pour les fonctions de Rn dans RP. Donc ça va être vraiment la suite du cours. Donc, je reviens sur mon partage d'écran. On revient à quelque chose donc qui va consister à vraiment la partie qui est vraiment nouvelle, je vais dire, qui est importante. Donc, paragraphe grand 2, fonction de Rn en REP. En dessous. Ah, le point de passe, c'est deux académies. Donc, fonction de alors, le cas sur lequel j'insisterai le plus, ce seront les fonctions de R2 dans R. Donc, petit 1, on va avoir des généralités à donner. Donc, généralité. On prend un élément de Rn, en général on notera sous forme vectorielle, donc x1, xn, ça appartient à Rn. Et puis on va définir une fonction f, donc souvent je mettrai une petite flèche dessus pour marquer qu'elle va dans REP, donc c'est une fonction vectorielle. Le x1, xn, très souvent on le désignera sous forme de simplement d'un point, n l'élément de Rn, donc x1, xn, l'élément de Rn. Et donc f de m, ce sera f1 de petit m, fp de petit m, ou écrit de manière plus explicite,
F1 de x1, xn, point de suspension, FEP de x1, xn. Donc c'est ça que l'on veut étudier. Donc le but c'est étudier grand F. Alors dès qu'on voit ça, on se dit que ce qui va être le critique, ça va être les fonctions FI. Donc la méthode, ce sera d'abord étudier, donc méthode, étudier d'abord chacune des fonctions coordonnées FI. C'est très donc FI, ça va être des fonctions qui sont FI, c'est une fonction de Rn dans R. Donc ce sera vraiment la chose sur laquelle j'insisterai le plus, ce seront les fonctions de Rn dans R. Deux petites remarques qu'on a déjà, que j'aurais pu, que j'ai déjà plus ou moins faites. Fonction de f de Rn, enfin de R2 dans R ou de R3 dans R, c'est souvent appelé champ de scalaire. Et puis on peut avoir une représentation graphique. La représentation graphique, elle peut être vraiment très utile. Représentation graphique. Alors pour les fonctions de R2 dans R, pour f de R2 dans R, ça va être par courbe de niveau. Donc si je dessine ça, je peux avoir une fonction qui va être par exemple, je change de couleur pour représenter ma fonction. Donc par exemple f, là ce serait f égale à 0, et puis ici j'aurais f égale 1, ici f égale 2, et donc je représente des courbes de niveau comme ça, f égale 3. Ça me permet d'avoir une visualisation. Ça, vous êtes très habitués sur les cartes de géographie, quand on vous donnait des ISO, des courbes de niveau, en géographie ça s'appelle courbe de niveau, d'altitude, ligne 1000 mètres, 1000 lignes, 2500 mètres, ça donne une représentation graphique du champ de scalaire altitude pour, par exemple, la surface de la Terre. Donc ça va être une représentation qui va être très souvent utilisée pour les fonctions de R dans R2. Ici, on a donné notre repère avec X et Y, et on représente les lignes f de 0, f de 1, f de 2, f égale 2, f égale 3. Une autre représentation qui est très souvent utilisée aussi, c'est en perspective. Donc en perspective, je fais la même fonction, ça va ressembler à quoi? Pour f égale 0, donc là je mets x, y, et puis je vais représenter z égale f de x, y. Et la représentation en perspective, à quoi elle va ressembler? Donc je la redessine elle-même en jaune. On avait le point qui correspondait à 0, qui avait l'air d'être un minimum et qui était situé ici. Et puis f égale 1, ça va dessiner une courbe qui était à peu près située comme ceci, ainsi de suite. Et donc on aurait une structure qui aurait cette allure-là. Je vais effacer immédiatement ce que j'ai fait pour que ça apparaisse de manière plus nette.
je redessinerai les points qui étaient f égale 0, et puis on va dessiner le f égale 2, qu'on avait déjà représenté, f égale 3, et je redessine mes axes. Et puis je peux même m'amuser à mettre en pointillé la partie qui est située derrière. Donc le pointillé un peu gros, mais c'est pas grave. On va compléter après. Donc ça nous donne la visualisation de la fonction de manière plus peut-être parlante. Donc ici, par exemple, ça nous dirait que notre champ de scalaire, il a un minimum qui est situé ici. La représentation avec les courbes de niveau donnait exactement la même chose. Donc la représentation des fonctions de R2 dans R, ça c'est quelque chose qui est relativement aisé. Pour les fonctions de R2 dans R2, donc, alors je reviens. Donc, pour les fonctions, avant de passer aux fonctions de R2 dans R2, de R3 dans R, il n'y a pas de moyen simple de faire de représentation graphique. Donc, F de R3 dans R, pas de représentation simple. Et l'autre chose qui est relativement facile à écrire, c'est fonction f de R2 dans R2. Donc ça, on a vu champ de vecteurs, et on a vu hier comment les représenter. Donc je refais un petit dessin. J'avais dessiné un champ de vecteurs, donc c'était une représentation qui sera très très souvent utilisée. Donc c'était ce que j'avais rappelé comme cours hier pour la représentation des champs de vecteurs. Donc ça nous donne notre point de départ, et ça nous donne un petit peu une idée de ce que l'on va essayer d'étudier. Donc vous avez compris que j'insisterai plutôt sur les fonctions de R2 dans R. Après, pour le reste, on n'a plus le support graphique pour CD, mais si on a bien compris ce qui se passe pour les fonctions de R2 dans R, on arrive un petit peu à imaginer ce que c'est pour les fonctions de Rn dans R. Et donc, même sans le support graphique, on est capable de faire les calculs en s'aidant un petit peu d'une intuition géométrique. Donc ça, c'est notre point de départ, et ça va être les objets que l'on va essayer d'étudier. Donc, après nos généralités, la première chose que l'on va essayer de regarder, c'est donc la continuité, donc B, petite a généralité, B, continuité. Alors vous allez me dire, mais je n'ai pas parlé de domaine de définition, j'aurais pu le mettre dans le paragraphe précédent. Évidemment, on peut chercher le domaine de définition de la fonction f. Ça peut être relativement compliqué si l'expression de f est compliquée. Donc, continuité, je vais mettre sur le domaine de définition de f. De même, on peut essayer de voir s'il y a des symétries sur les fonctions de R2 dans R. De Rn dans RP, c'est absolument impossible, mais pour les fonctions de R2 dans R, pour les fonctions de R3 dans R aussi, ou pour les champs de vecteurs, quand ils ont des propriétés particulières de symétrie, c'est vraiment très important. Et ça, je laisse plutôt aux collègues de physique qui fera le cours de l'électromagnétisme développer ces questions sur de symétrie, parce qu'elles sont particulièrement importantes pour les champs électriques et les champs magnétiques, puisque les champs électriques ont des symétries souvent des propriétés de symétrie particulières, et les champs magnétiques aussi, mais ce ne sont pas du tout les mêmes. Donc ici, on se place sur le domaine de définition, donc même définition que dimension 1 pour le domaine de définition, et on essaie d'avoir une définition de la continuité.
Donc, on va mettre f continu en A, appartenant à D de f, si et seulement si, alors je vais faire pour une fonction vectorielle, hein, il n'y a pas de raison de se priver, si et seulement si, limite, lorsque m tend vers A, de norme de f de m moins f de A est égal à 0. Et ça va être la définition la plus générale. Et on a une définition qui est beaucoup plus pratique que souvent utilisée. Si et seulement si, chacune des fonctions coordonnées est coordonnée et continue. Donc ça va encore pouvoir s'écrire, si et seulement si, quel que soit i appartenant à 1 P, fi de m moins fi de A en valeur absolue, limite lorsque m tend vers A, est égal à 0. Donc, en pratique, qu'est-ce que l'on aura à faire pour étudier ou notre j'écris une dernière formulation, quel que soit i appartenant à 1 P, limite de fi de m égale fi de A lorsque m tend vers A. Donc, en pratique, qu'est-ce qu'on aura à faire? On aura simplement à regarder chacune des fonctions coordonnées, si elles sont continues, et si chaque fonction coordonnée est continue, on sera capable de dire que la fonction vectorielle grand F est continue. Donc, pour la continuité, c'est relativement facile, on se ramène en fonction de Rn1. Il nous reste la suite de ce qu'on fera la semaine prochaine, donc lundi de 16h à 18h. Alors, si vous voulez déplacer un peu l'horaire, par exemple, si ça vous arrange que ce soit plutôt 16h15 ou 18h15 pour pouvoir rentrer chez vous tranquillement, ou 16h30, 18h30, pas de problème. Donc, ça, vous me le dites. Vous envoyez un petit message, vous discutez via le forum, vous pouvez faire cette proposition-là sans aucun problème. Donc, la semaine prochaine, ce qu'on va faire, c'est continuer cette étude des fonctions de M à RP. Et donc, on va parler de dérivées partielles et surtout de différentiels. Et puis ensuite, on s'attaquera au développement limité. Alors, je ne ferai pas les intégrales des fonctions de plusieurs variables tout de suite. Ce sera un chapitre à part parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui est quand même un degré de complication plus élevé par rapport aux fonctions d'une variable. Donc, on verra, on aura besoin d'un chapitre vraiment spécifique pour l'intégrale des fonctions de plusieurs variables, soit intégrale double, intégrale triple. Mais donc, semaine prochaine, lundi, on continue avec la continuité et puis pas la continuité, avec la définition des dérivées partielles et le calcul des différentiels, les développements limités à l'ordre 2 pour les fonctions de RE2 dans R. Je ne donnerai pas plus, c'est déjà, ça fera des choses assez lourdes, et après les applications à l'étude des surfaces. Donc ça, c'est notre programme à venir. Donc j'arrête là. Si vous avez des petites conversations, normalement la fonction enregistrée, elle a été, je vois apparaître des messages. Est-il possible d'activer la fonction enregistrée de votre côté afin qu'on puisse enregistrer le cours pour rattraper ce qu'on manque dans les transports? Oui, normalement j'ai mis une fonction enregistrée. Donc déjà tout ce que j'ai écrit, normalement, c'est sauvegardé chez moi. Donc ça, ce que je vais faire, c'est le mettre sur le Moodle. Donc vous aurez toutes les notes sans aucun problème. Et j'ai essayé d'enregistrer toute la séquence, et donc je vais voir si en particulier ce que je dis, je vais voir si je peux arriver à faire en sorte que l'ensemble de la séquence puisse être enregistré. Mais vous aurez au moins à coup sûr tout ce qui correspond à la partie écrite. Donc, en gros, ce que j'ai écrit, c'est ce qui serait apparu sur le tableau. Ça, c'est sauvegardé.
et une fois que j'aurai vu comment le transformer en un format qui soit à peu près lisible, normalement, il ne doit pas y avoir de problème. Vous devez avoir ça sur votre Moodle sans problème. J'avais activé la fonction enregistrer, donc normalement, tout ce que j'ai raconté, si je n'ai pas eu de bug dans mon activation de la fonction enregistrer, ça doit être enregistré. Donc là, si vous n'êtes pas complètement à proximité de la fac, je vous laisse partir vers la fac. N'hésitez pas, si vous voyez des améliorations possibles par rapport à ces schémas-là, donc j'ai essayé de rendre le plus proche possible de ce que sera un cours en amphi. N'hésitez pas à envoyer soit un courriel, soit à mettre des petits messages sur le forum pour faire des suggestions. Donc, de même que là, dans le conversé, vous voyez, ça marchait assez bien pour pouvoir avoir une conversation. Dites-moi aussi si la liaison était bonne, c'est-à-dire si vous avez pu me voir sans que ce soit trop bruité. Et pour ceux qui ont suivi le cours avec un téléphone portable, n'hésitez pas à me dire aussi si vous avez trouvé que c'était tout à fait lisible ou si vous voyez des améliorations qui sont possibles. Ah, comme a dit Théo, peut-on remettre le partage d'écran? Donc, je remets le partage d'écran. Voilà, alors, par contre, je ne vois pas vos commentaires quand je le partage d'écran. Est-ce que je peux arriver à voir vos commentaires? On continue comme ça lundi. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez que ce soit décalé d'un petit quart d'heure pour que ce soit plus facile pour vous. C'est aucun problème parce que là, le lundi, on a une certaine liberté sur l'horaire. C'est pas comme le mardi matin. Que ce soit pour moi 18h15 ou 18h30, pardon, 16h30, 18h30 ou 16h, 18h, pour moi, c'est exactement pareil. Et donc, à lundi.